Donc, comprendre dans le cycle de vie des produits quelles sont les ressources, donc l'input, comment elles sont prélevées, les caractéristiques, quelle est la vie matérielle du produit, donc ça peut être réparé, la maintenance de ces objets, et l'output, c'est-à-dire la fin de la vie du produit. Donc, à la fin de la vie, qu'est-ce que se passe de matériaux, où ils vont, non? Qu'est-ce qu'on fait de ces matériaux? Ça, ce sont les trois questions importantes qu'il faut se poser. Et donc, ça, c'est le report de la soutenabilité, de la durabilité qui chaque usine devrait faire pour des systèmes plus écologiques, qui on a appliqué, comme on a vu, sur le modèle nouveau, comme le modèle passable de Patricia Ortiola, dessiné en 2021, mais aussi sur les modèles de maître, comme nous avons vu, comme le modèle le fauteuil grand confort petit modèle, qui a une version durable et qui, à partir de l'année suivante, sera seulement durable. Donc, avec le rembourrage en perte recyclée et avec un rembourrage avec des polyols d'origine organique. Et je termine, pardon, j'en parlais beaucoup, avec deux phrases de citations que j'aime beaucoup, parce que j'ai parlé des classiques, j'ai parlé des modèles d'excellence, donc de classiques, des icônes du design italien, du design international, que vraiment on va trouver dans tous les modèles, dans tous les musées, dans tous les livres. Et j'aime beaucoup ce livre de Italo Calvino qui s'appelle, que je vous conseille en général, qui s'appelle Pourquoi lire le classique, c'est un thème qui c'est pour la littérature, pour l'art, l'architecture, le cinéma, pour tout, non? Parce que tout le monde va pour la science, parce qu'on va étudier ce qui sont les choses classiques, les exemples classiques. Quand on va étudier à l'école, on étudie dans les exemples du passé. Et les classiques sont vraiment, comme dit Calvino, c'est un livre des choses, des exemples qui n'a jamais fini de lire, qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. Et chaque lecture de classique est en fait une relecture. Donc c'est important vraiment voir l'histoire pour avoir un progrès et pour voir le futur. Merci. Si vous avez des questions, je suis ici, ou si vous voulez, j'ai une petite vidéo aussi du travail que nous avons fait à l'intérieur de l'usine pour une grande exposition à Paris, à la Fondation Vuitton, où nous avons fait la reconstruction du salon d'automne de 1929, toute la reconstruction de tout l'intérieur, pas seulement des meubles. Et nous avons travaillé, si vous avez le temps, ou ça vous avez envie, je ne sais pas si... Qu'est-ce que vous voulez, parce que c'est tard. On peut la diffuser, bien sûr. Je peux, moi. Donc, ce qui c'est la recherche culturelle, donc voilà. Si vous voulez, je prends. Stoppez. Il va pas? 4 minutes. 4 minutes. Alors, cette année, c'est... Ça, c'est Bernadette Perriand, la fille de Charlotte Perriand. Et c'est les 90 hommes du salon d'hôtel. L'exposition porte ces hôtels que nous avons choisis sur la synthèse des arts, qui est un thème propre à l'histoire de la modernité. Et dans cette exposition, nous allons retracer l'esprit moderne, qui était une unité d'esprit qu'il y avait entre des créateurs comme Charles Espérion, comme Le Corbusier, avec Fernand Léger, avec Pivot, avec Calder, avec Picasso. Dans le stand construit au Salon d'automne de 1929 au Grand Palais,
sont venus. Et je me surtout, je crois qu'il a travaillé sur ce stand, a fait une fête des nouveaux matériaux. Donc tout était brillant, scintillant, des métaux qui brillaient, des couleurs. Elle était vraiment doux et je crois faire des combinaisons de matériaux raffinés. Un peu hérité peut-être de la déco où elle venait. Tout ce travail de reconstitution est fait avec Cassina. Et Cassina joue un rôle très important dans cette exposition parce que Cassina permet de recréer les meubles, les ensembles qui ont disparu. Et nous faisons une sorte de travail archéologique et culturel. C'est-à-dire qu'avec des scientifiques comme Arthur Webb et à partir de tous les documents d'époque que nous avons, nous allons constituer scientifiquement justement ce salon de l'auteur. C'est quelque chose qui va être un choc. Nous allons présenter également et reconstituer la maison du jeune homme de 1935, à l'époque où Fernand Léger-Duval remet la collaboration entre l'architecture, la peinture et la mode de l'homme. Le refuge de nous n'a jamais été réalisé et c'était une expérience extraordinaire de travailler avec Cassina pour la mise au point par rapport aux archives que nous avons, par rapport aux dessins, de réaliser ce refuge et surtout l'équipement intérieur. Ce travail de restitution de domaine public est passionnant à mener ici avec le service robotique parce que on redécouvre des choses qu'on avait un peu oubliées et peut-être oubliées et qui sont finalement peut-être très utiles aujourd'hui. Et c'est vrai que Jean Pernon donne des leçons du monde lorsqu'elle remplace le métal par la bambou dans la fameuse chaise longue qu'elle avait créée et lorsqu'en 1940 elle se retrouve simplement avec du bambou et elle va utiliser le bambou à la place du métal. Et je dois dire qu'on est en train justement de le refaire et c'est quelque chose de très très émouvant de travailler à cette résurrection de tous ces meubles disparus et de les réunir à nouveau dans ces espaces que le visiteur pourra pénétrer et dans lesquels il pourra vivre. Merci. Si vous avez des questions, je vous prie. Alors, j'aimerais juste me présenter. Je suis Madame Marie. Je suis professeure d'art visuel, donc titré. Mais ma première spécialité, je suis designer en aménagement. Donc ici, pour moi, c'est une vraie délectation. Je me retrouve dans l'enseignement puisque j'ai participé à 2 éditions de Michael des Années. J'ai participé 2 fois de suite et je suis partie avec ma production à la Triennale de Milan 2 fois de suite. Donc, rien, je veux dire, je suis dans mon élément, le gabarit, la production, la recherche dans l'identité, la recherche dans l'innovation, donc dans le produit écologique, ensuite la protection de l'environnement, etc. Et c'est-à-dire protéger notre environnement. Donc ma question, donc vu le design, tout ce
vous avez fait comme recherche, protéger le prototype, donc le gabarit, etc. C'est très important. Donc c'est grâce au boutron, c'est comme un peu la couture, donc la robe. Donc le meuble en lui-même a un patron et l'identité, c'est celui qui l'aura fait. Alors je ne vais pas m'attarder, je voudrais juste vous poser une question. J'espère que je ne l'ai pas perdu dans tout mon... Voilà, mes prises de notes. Alors, qu'est-ce qui est pour vous un design international? Ça, c'est une question. Donc, et ensuite, par rapport à tout ce travail de recherche que vous faites, qu'est-ce que vous aspirez pour les générations futures? Je vous remercie. Ce sont des questions très importantes. Alors, un design international, c'est un design... bon, à mon avis, aujourd'hui, évidemment, il y a la question de l'internationalité et des traditions locales, qui est une question très importante. Donc, c'est important, évidemment, les temps sont différents par rapport aux années pionnières dans lesquelles s'est développé le design. Aujourd'hui, la connaissance est vraiment internationale. On a la possibilité d'accéder à tous les banques de dates, de matériaux. Donc, c'est vraiment important. Sont importantes les relations et surtout garder aussi les traditions locales, à mon avis, et les faire connaître, non? À travers des expositions, des foires. Donc l'internationalité, c'est la possibilité aussi des échanges et des connexions. Donc je pense que le thème de connexion en général, c'est un thème fondamental pour le design aujourd'hui et qui aussi, pour le lier à la deuxième question, pour ce que j'espère pour le futur et pour les jeunes, c'est d'améliorer toujours la question de la décontamination entre cultures, entre lieux différents, entre domaines différents, non? Parce que seulement de cette façon, on peut vraiment faire des changements, de nouveaux changements. Non? Ça, c'est l'objectif, à mon avis, le plus important aujourd'hui. Et évidemment, la question de la durabilité, donc, que nous avons... qui c'est une question qu'on doit évidemment affronter, on doit évidemment prendre en considération. Non? Et c'est pas facile, c'est vraiment parce qu'on parle, on utilise beaucoup de mots, non? Mais après il y a la réalité. Non? Une chose c'est dire, pouvoir penser à l'idéal, une chose c'est changer la façon de vivre. C'est vraiment pas facile. Et je pense que nous sommes encore un petit peu loin de ça. Mais je pense aussi que les nouvelles générations sont très sensibles. Non? En parlant, plus on parle de ça, plus ils sont sensibles. Je vois une fille qui a 20 ans, et donc je vois que pour certaines questions, par exemple sur la séparation des chats, la séparation, elle est toujours sensible, non? À la maison, par exemple, non, on doit faire ça. Donc, est une thème, par exemple, qui les jeunes, je pense, entendre bien, non? Et donc, le fait de voir des documentaires, de voir des images de ce qui se passe dans certaines parties du monde, non? J'ai vu des documentaires sur l'Afrique, dans le Centrafrique, le sud de l'Amérique, dans lequel la question des tissus, des déchets, c'est absurde. Donc, il faut vraiment repenser dans cette direction le design. Mais toujours, je suis c'est mon travail, oui, d'accord, mais je pense que c'est important vraiment bien étudier l'histoire, bien étudier le passé. Étudier, comme a dit je pense, une personne dans les vidéos, Barsac, comme une archéologue. Donc l'archéologue va vraiment voir les éléments, connaître les relations, connaître le détail. Certaines fois, on va étudier d'une façon très
très rapide, non? Bon, il y a les fauteuils, par exemple, de l'écologie européenne, je sais, il y a le métal, le cuir, bon, je l'ai étudié, non? Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses, non? Connaître toujours toutes les histoires, les raisons pour lesquelles on fait une géométrie, pour lesquelles on va choisir un matériel, pour lesquelles, non? Parce que comprendre de façon de plus en plus spécifique nous permet de raffiner notre pensée critique et donc l'appliquer dans des nouveaux processus. Donc recherche avant tout, durabilité, ce sont les mots-clés, et approfondissement, et pas superficialité dans l'analyse. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, il y a ce que je vois certaines fois, c'est une superficialité en favorisant l'image, ce qui va apparaître et pas trop les contenus. En général, ce sont des visions d'Instagram, donc c'est plus important certaines fois ce qui va apparaître sans l'approfondissement aussi. On va lire seulement une légende. Ah bon, je connais ces choses en lisant seulement une légende ou seulement deux lignes. Merci. Merci à vous. Alors, bonjour à tous. Puisque le but était de valoriser le travail artisanal, Oui. ce qui a fait Cassina, c'est bien de rendre le modèle artisanal un modèle standard. C'est ça. Donc, modèle standard, est-ce que ça n'a pas impacté sur l'authenticité du modèle? Parce qu'il a toujours la même valeur artisanale. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Donc oui, la valeur artisanale, c'est une valeur toujours importante, non? Qui certaines fois dans une production industrielle, seulement industrielle, évidemment, on va effacer. La chose importante qui a fait dans cette usine, c'est mélanger ces deux aspects. C'est-à-dire, ce qui peut être fait par la machine doit être fait par les machines, parce que c'est pas bon faire, non, pour couper toujours la même chose et faire des choses égales, utiliser une personne. Si on peut le faire, la machine va le faire, la machine d'une façon aussi plus précise. Mais il y a, par exemple, quand on va choisir le bois, on va mettre de l'art à côté pour avoir la qualité complexive. Ça, c'est l'artisan qui va le faire. Il ne peut pas être fait par la machine. Juste au moment, je ne sais pas, l'intelligence artificielle dans le futur, peut-être qu'il ira voir aussi la couleur, la forme du bois, non, de lignes de bois pour le mettre l'une à côté de l'autre. Mais aussi toucher les objets. Une chose qui m'étonne toujours quand je vois dans l'usine de bois, c'est que les artisans, les maladets, vont toucher à la fin la chaise pour voir si c'est bien. Non? Parce que la dernière passage, c'est toujours à la main du bois. Le bois est fait par les machines, mais à la fin, il y a toujours l'artisan. Hein? La touche humaine, oui. C'est toujours important parce que l'œil humain et l'activité de l'homme, oui, pourra être faite par des machines un jour, mais il y a encore une grande différence. Je ne sais pas, dans le futur, je ne peux pas imaginer, personne, je pense. On a déjà fait beaucoup de progrès dans ces cas, mais je pense que vraiment la sensibilité de l'homme ne pourra pas être, non, du tout évidemment effacé. Et donc le mélange entre les deux choses, ce qui peut être fait par les machines doit être fait par les machines, parce que le temps c'est précieux aussi dans la production. Mais l'activité de l'homme doit toujours gérer, vérifier la qualité. La qualité c'est lié à l'homme et à l'attention de l'homme. Aussi à la production industrielle, parce qu'il y a une précision, mais il n'y a pas une précision pour chaque morceau, mais pas un global, je ne sais pas comment dire. L'homme voit ensemble les choses, comme l'architecte, le metteur en scène doit organiser les choses en ensemble. Je ne sais pas si je vous ai répondu.
fort. Sono architetto Gino e ho studiato qui alla scuola Politecnica di Alghero e ho studiato anche all'Istituto Italiano di Architettura. La ringrazio molto per la sua presentazione. Ho una piccola domanda, si parla sempre di Italian Design, allora se permetti voglio chiedergli quali sono i punti in cui il design italiano si differenzia dagli altri design. Il m'a demandé c'est la différence entre le design italien et les autres designs. Non? Et c'est la chose que je viens de dire à ta collègue, à notre dame, c'est-à-dire la touche humaine. Je me rappelle une fois, il y avait une critique d'art qui avait fait une présentation à Milan. Il avait parlé de la différence entre deux imprimeurs qui s'est rencontrés avec des cravates, non? Qui se sont rencontrés et l'italien, l'autre a regardé seulement la cravate et l'italien l'a touché, non? Pour comprendre la qualité du tissu, pour comprendre, parce que tu peux voir aussi, je parle en général de la production chinoise qui est toujours prise comme un contraste peut-être, non, avec la production italienne. Peut-être pareil, semble les mêmes couleurs, les mêmes choses, mais tu vas toucher. Non? Les deux imprimeurs étaient deux imprimeurs qui produisaient de la soie, la seta, et l'imprimeur italien, quand ils se sont rencontrés, ils ont tout de suite touché pour comprendre. Donc c'est là vraiment cette importance, la partie de l'artisanalité, la touche finale de l'ombre. C'est une partie de la production qui est toujours artisanale, qu'il faut garder, qu'il faut toujours garder, parce qu'une production seulement industrielle, c'est une production presque abstraite, presque pas toujours de qualité. Donc la différence du design italien a été, avant tout, du point de vue de la qualité du produit. Et aussi dans les années 60 et 70, ça a été la liaison très étroite, donc ça a été le succès du design italien, entre l'imprimeur et les designers et l'architecte. Donc, aussi Magistrate, j'ai vu il y a quelques mois, quelques semaines, une vidéo sur Magistrate et il a dit j'ai eu la possibilité de faire des produits très importants parce que j'ai travaillé longtemps avec la même usine, Cassina et aussi autres usines comme le Padua, parce que j'ai établi un rapport de fiducia, de confiance et j'ai eu la possibilité de faire de la recherche. Non? Donc les mots sont toujours les mêmes, mais c'est vraiment, mais il faut les appliquer. Les mots sont les mêmes. La recherche, c'est important. On a fait beaucoup de recherches en Italie dans les années 60 et 70. Recherche sur le matériau, sur les langages. Non? Il y a beaucoup de prototypes dans l'archive que je gère. J'ai beaucoup de prototypes qui sont des modèles qui ne sont pas arrivés à la production, mais ont été une possibilité étudiée. Il n'est pas arrivé, c'est arrêté pour des questions techniques ou des questions de forme. Non? Mais c'est important toujours les garder pour voir comment la recherche s'est organisée, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc ça, c'est un autre mot-clé. Et un autre mot-clé du succès, je parle surtout du design, du moment du boom de design, années 60 et 70, qui a été le moment dans lequel le design italien est devenu un design connu à niveau international. Non? Et aujourd'hui, nous parlons encore du design de ces années. Et a été là, le fait qu'il a été un design aussi éclectique, donc qui a donné la possibilité à beaucoup d'auteurs de s'exprimer, chacun avec sa façon, sa sensibilité. Non? Et donc la contamination, c'est encore le mot que j'ai utilisé avant, la contamination qui a permis vraiment une fantaisie, une pluralité de propositions. Et ça, ce sont
les éléments des design italiens qui ont permis aux design italiens de devenir grands. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, pour répondre à notre ami. Ah oui, le micro. Et oui, les secrets du succès du design italien, surtout dans les années 70, comme tu as dit, est aussi attaché à l'importance du local, des traditions locales, hein, c'est-à-dire par exemple qui sont liées à des particulières régions italiennes, où tout est lié. C'est-à-dire l'artisan, la tradition artisanale de la fabrication d'un certain produit, après l'expertise des artisans et des bonnes traditions qui s'est pendant les années, et après a réussi à se rattacher à la production industrielle. Je pense, il y en a plusieurs en italien on dit les distretti. Il y en a beaucoup en Italie, par exemple à Faenza, il y a les distretti de la céramique, et bon, répartis vraiment, je parle de Faenza, c'est la première chose que je pense. Le verre à Venise, le verre à Venise, à Biella, la soie, et donc par exemple céramique, on a commencé de la tradition de travailler la céramique, on est arrivé vraiment à la production industrielle, on utilisait même la médecine. Céramique non seulement des décoratifs, mais aussi de la médecine. Ça, c'est pour dire que bon, c'est vraiment très difficile à expliquer, mais c'est vraiment très lié dans la dynamique de la. Mais je me permets de dire que ça, c'est quelque chose qui nous unit à l'Algérie, parce que comme on a un tissu de petites et moyennes entreprises, et aussi familial. Et donc les réseaux, ça a été beaucoup de fois discuté, qu'il y a ces réseaux de petites et moyennes entreprises qui voudraient développer aussi en Algérie. Oui, mais en effet, c'est correct, mais en effet, il y a beaucoup de manifestations, je parle d'Italie, par exemple Homofaber, je ne sais pas si vous le connaissez, qui c'est à Venise, qui c'est une manifestation très importante aujourd'hui qui va développer les capacités artisanales, non? Et c'est pas la seule, il y a aussi à Naples, Edith, qui va, par exemple, l'année passée, a étudié avec le Capodimonte, la production de céramique de Capodimonte, qui est typique de Naples, de nouvelles formes en utilisant les mêmes techniques typiques de Capodimonte, non? Et aussi certaines formes en les mettant ensemble de façon nouvelle. Donc c'est une ligne ça, de redécouverte des spécialités artisanales qui c'est très importante aujourd'hui. Aussi en Italie, le design d'aujourd'hui va en cette direction. J'aime beaucoup Homofaber, je ne sais pas si vous les connaissez, je vous invite à le voir sur Internet. C'est une manifestation qui devient toujours plus grande et qui vraiment va découvrir les jeunes designers en relation à cette capacité de travail artisanal. Nous aussi, par exemple, toujours pour les maîtres, cette année, avons proposé des nouvelles céramiques qui avaient été dessinées par un designer qui s'appelle Enrico Parisi dans les années 60. Nous sommes allés en Veneto, qui est une région de l'Italie, chez le même producteur qui les avait fait dans les années 60 pour découvrir certaines techniques qui seulement lui avait. Ou bien nous avons proposé avec d'autres designers comme Patricia Occhiola ou Laura Betancourt, qui est notre designer, les verres de Venise. Nous sommes allés chez les producteurs de Venise pour utiliser les discarti del vetro, ce qui reste du verre, non? Ce que tu n'utilises pas quand tu vas faire les grandes lampes, peut-être qu'il y a des parties de verre qui ne sont pas utilisées. Et donc il y a eu des designers qui ont utilisé cette partie
moins noble pour faire des autres modèles, donc en utilisant ce qui a été éliminé. Oui. Et ça, cette façon de travailler très intéressante qui va mettre ensemble la question de ce qui n'est pas utilisé et la question de l'artisanat. Donc, en créant un nouveau design intéressant et nouveau. Tout est fait autour de la palme de date, tout est utilisé de la palme de date. Je me permets de souligner que bon, j'ai connu c'est dans une région algérienne où tout est fait, c'est pas la même chose, mais bon, de la palme de date, ils utilisent tout, même les noix de date pour. C'est important, évidemment. Oui, je ne sais pas si on a posé. Je ne sais pas si ça a été posé, la question par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à l'apport dans le domaine du design. Je ne sais pas si ça a été posé ou pas dans le sortie. Parce que moi, je crois beaucoup, effectivement, à cet apport du travail manuel dans le domaine du design, de l'expression originale, etc. Et puis aujourd'hui, on est en train de prôner de plus en plus l'intelligence extra-humaine qui est censée répondre à toutes les exigences et les impératifs même durables, même écologiques. Même là, est-ce que vous pouvez envisager cette dimension particulièrement par rapport à cette compagnie Cassina, comment elle a produit tout ça, comment ça a été posé? Alors, je suis moi-même d'une vieille génération, donc mon approche à ces choses, c'est plus difficile par rapport à une génération nouvelle, évidemment. Et donc, comme j'ai dit, l'activité de l'homme, à mon avis, ne pourra jamais être substituée, être changée par autre chose. Mais il faut avoir un autre une ouverture vers le futur, non? Parce que ça c'est nécessaire, c'est obligatoire. Non? Et pour ce qui concerne la production, nous avons introduit, comme vous avez vu, la dernière chose, c'est la Chine industrielle pour production qui ont dans un même outil plusieurs possibilités de travail, de même un morceau de bois, non, va être mis un morceau de bois et va sortir un morceau de bois presque terminé dans toutes les parties. Et donc ça c'est déjà une chose très, très importante dans la production industrielle. Mais jusqu'à ce moment nous sommes arrivés à faire par exemple des propositions pour vendre avec tu as la possibilité de voir directement comment change le revêtement, la couleur, donc de voir conception, etc. Oui, la conception des intérieurs, changer les choses, voir comment il sera dans la maison, donc dans cette façon. Pour l'instant, c'est ça. Et après, on verra. Je suis curieuse moi-même, mais il faut être confiant pour le futur, vers le futur, mais on verra. Alors, bonjour à tous. Je vous remercie pour cette présentation qui est très intéressante. Alors, ma question est, à votre avis, est-ce que vous considérez le design italien comme une expansion ou bien une réinterprétation du mouvement moderne? Du mouvement moderne. Puisqu'à un moment donné, vous avez dit que, quand vous avez parlé du fauteuil grand confort, vous avez dit qu'il était influencé par le principe du modernisme comme la séparation de la structure et de l'emploi. Oui, alors, le design italien a eu même une partie de rationalisme. Déjà, par exemple, quand j'ai parlé de
Franco Albini. Franco Albini a été un des premiers maîtres du rationalisme italien. Et en Italie, le mouvement moderne et tout ce qui s'est passé dans le centre d'Europe, avec Le Corbusier, Jean Perriand, Lavantour, Rietveld ou tous les grands architectes, est arrivé un petit peu plus tard, mais a donné aussi des fruits très intéressants, non, en Italie. L'Italie était aussi un pays un petit peu différent, évidemment, comme chaque pays par rapport à l'Allemagne où s'est développée cette idée aussi des mouvements modernes, l'Allemagne, l'Hollande. C'est-à-dire en Italie, il y avait, comme j'avais dit, un rapport avec l'histoire très fort. Donc la question de l'histoire ou de la présence de l'histoire, ça aussi surtout pour l'architecture, parce qu'il y avait évidemment une présence très forte de l'histoire, a été un thème très important qui a été discuté sur les revues d'une façon très forte, très importante. Non? Donc il y a eu le poids de l'histoire qui a été important pour le design italien. En comparaison avec l'histoire, toujours très important, plus important peut-être par rapport aux autres lieux ou à autres pays. Non? Parce qu'au principe, il y avait comme une nécessité de effacer toute l'histoire pour produire d'une façon tout nouvelle. Et de plus en plus, mais aussi en recherchant et en voyant, il y a toujours un lien avec l'histoire. Aussi, comme nous avons vu, les modèles de Le Corbusier, Jean Perriand ont une ligne de continuité avec le passé, non? Parce que c'est impossible d'avoir une pensée qui est du tout pas liée au passé. Nous sommes évidemment influencés. Si on va étudier, on va voir. Non, c'est pas d'accord? Ah oui. On ne peut pas effacer du tout l'histoire. Et en Italie, l'élément de l'histoire a eu un poids, je pense, très, très important. Et donc, il y a eu toujours cette médiation. Franco Albini a été un des auteurs modernes les plus importants, ou Gio Ponti bien. Mais Gio Ponti, c'est un autre auteur aussi très particulier. C'est-à-dire il y avait Gio Ponti et il y avait les autres modernes, parce qu'il était très très lié à l'expression du langage, il a fait une production, je ne sais pas si vous connaissez Gio Ponti en général comme architecte, pas seulement comme designer, il a fait une production